Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais on va concentrer notre épisode sur l'économie égyptienne. Mais tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Amr Zoheri, vous êtes journaliste et chercheur. Bonsoir. Bonsoir. Là, je vais commencer par une nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné les derniers développements du projet de prothèse et des efforts déployés par l'État par l'intermédiaire de tous les organismes compétents pour créer en Égypte un complexe industriel complet dédié aux prothèses et aux orthèses. Ceci est intervenu lundi lors de la réunion du président avec le Premier ministre, le conseiller présidentiel pour la santé et la prévention et un nombre de hauts responsables. Le complexe industriel respectera les normes technologiques et médicales internationales les plus modernes en collaboration avec des experts du monde entier. Lors de la réunion, l'engagement de l'État à fournir des prothèses de la plus haute qualité, d'une efficacité optimale a été souligné. Cet engagement découle de la volonté de l'État d'offrir le meilleur soutien possible aux personnes à mobilité réduite et de favoriser leur autonomie et leur pleine intégration sociale, conformément aux objectifs de développement durable à la vision 2030 de l'Égypte. Monsieur Amr Zoheri, alors le président a examiné les derniers développements du projet de prothèse et des efforts déployés par l'État dans ce domaine. Quelle est l'importance de ce projet? Ça s'inscrit dans la continuité de les projets de maintenir une bonne santé pour la population égyptienne. Et cela répond à une demande, sans doute avec tous les accidents de route et tous les imputés de guerre aussi dans le monde entier et dans les conflits alentours. Donc cela répond à une nécessité. Dans l'ensemble du monde entier, c'est indispensable à une bonne santé de la population et également le marché africain pourrait absorber l'excès de la production. Donc c'est une très bonne idée et très bon état de l'État, très bon pas de l'État pour compléter ce qui nous manque dans notre palette industrielle qui pourrait servir à l'ensemble de l'humanité dans un cadre d'amélioration de l'économie égyptienne. Ça, c'est concernant le côté humain, le côté santé. Oui, sans doute, mais ça si on parle répond du à côté plusieurs. économie, c'est-à-dire ça va économiser. Sans doute, oui, mais cela demande également un travail de pair et très important avec les autres en complexe industriel et de santé qui travaillent sur le sujet de prothèses pour être toujours au point et fournir au marché égyptien et pour les blessés et les amputés égyptiens le meilleure technologie possible qui peuvent leur aider à développer leur mobilité et à confronter ce désavantage de mobilité réduite. Oui. Sur un autre plan, le Premier ministre Moustapha Madbouli a annoncé que le développement humain et le renforcement des capacités occupaient une place prépondérante dans la stratégie de l'État sous l'égide du président de la République. Le chef du gouvernement s'exprimait dans un discours prononcé à l'occasion de la 4e cérémonie annuelle de remise des prix d'excellence du gouvernement organisée par le ministère de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi. Au début de son discours, le Premier ministre Moustapha Madbouli a exprimé sa sincère gratitude au président Abdel Fattah el-Sisi pour son généreux patronage de cet événement. Il a également transmis les salutations et les meilleurs vœux du président aux participants. Dans son discours, Moustapha Madbouli a expliqué que la réunion de ce jour illustrait les liens fraternels profonds et le partenariat de développement durable qui unissent l'Égypte et les Émirats arabes unis, ainsi que leur peuple. Elle témoigne également d'une longue tradition de coopération intégrée fondée sur une coordination étroite et continue à différents niveaux.
Le Premier ministre a souligné que la célébration de la 4e édition des prix d'excellence du gouvernement égyptien est l'un des fruits de la coopération continue entre l'Égypte et les Émirats arabes unis dans les domaines du développement, de la performance institutionnelle, des services publics, de l'innovation et de l'excellence conformément à la stratégie intégrée de développement des services publics adoptée par l'État égyptien. Le Premier ministre a déclaré que, partant du principe que l'efficacité de l'action gouvernementale est indissociable de l'investissement dans le capital humain, le développement humain et le renforcement des capacités occupent une place centrale et constituent une priorité absolue dans la stratégie de l'État, sous l'égide directe du président de la République et conformément à la vision 2030 de l'Égypte pour un développement durable. Dans son discours, le Premier ministre a expliqué que ces efforts contribuent à renforcer l'indice de développement humain de l'Égypte selon le rapport sur le développement humain 2025 du Programme des Nations Unies pour le développement. Ceci témoigne d'une stabilité du développement soutenue par une amélioration progressive des performances et confirme le classement de l'Égypte parmi les pays à développement humain élevé malgré les difficultés économiques actuelles. Monsieur Amr Zouheri, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Là, le Premier ministre Moustapha Madbouli a annoncé que le développement humain et le renforcement des capacités occupaient une place prépondérante dans la stratégie de l'État. Votre commentaire? Oui, sans doute, le principal moteur du développement, c'est les ressources humaines et les cerveaux. C'est plus important que les bétons et de l'acier et tous les rêves possibles avec les constructions. Et s'il n'y a pas des cerveaux derrière qui gèrent, gouvernent et financent et managent l'histoire totale avec une lecture du futur, du passé et de l'avenir de tout projet impliqué dans ce développement ne peut pas réussir. Donc c'est ne pas étranger à le gouvernement de l'Égypte de s'intéresser à cela, d'un part parce que la bureaucratie en Égypte c'est quelque chose d'ancré, et du point positif, la bureaucratie au niveau de la bonne conduite et la bonne lecture est tout conforme et tout et cela et depuis des parlements et des années de gouvernance de l'Égypte depuis des siècles. Donc aujourd'hui, avec le 5e génération et le monde du 21e siècle, l'Égypte a fait les réformes nécessaires durant les dernières années pour remplir les nécessités du marché. La capacité humaine de l'Égypte a un potentiel très important au niveau des forces, au niveau des cerveaux, ou même titre le président a invité à exploiter ces cerveaux en les exportés à l'étranger. Un bon nombre de médecins égyptiens exercent leur métier à l'étranger, en Europe, au Canada, aux Amériques. Donc au niveau de l'industrie aussi, également le mécanicien égyptien, le technicien égyptien, l'ingénieur égyptien doit avoir le même renommée qu'il avait dans l'ensemble des pays arabes en Afrique dans les années 50, 60, 70. On a traditionnellement cette réputation d'avoir bâti beaucoup de pays, à participer dans la construction de beaucoup de pays du Golfe et de l'Afrique. Donc cette lignée doit se poursuivre avec une nouvelle grille de nouvelles technologies, avec tous
ce qui porte le monde avec de nouvelles technologies, nouvelle énergie, l'énergie renouvelable, les nouvelles voitures, et ainsi le gouvernement dans cette lancée supervise l'installation de beaucoup de lignes de voitures, par exemple de l'industrialisation en Égypte, qui au cours des 5 dernières années ont commencé à se faire lancer. Donc aujourd'hui, on attend l'aboutissement de cette réussite avec une lecture africaine, avec la ligne de transport routier de Caire Johannesburg, qui devrait ajouter une potentiel économique large pour l'ensemble du continent africain. Tout ça, ce que vous venez de dire, nécessite une amélioration de l'éducation et un programme de formation pour les nouvelles générations. Mais c'est asymétrique en Égypte, on a presque tous les niveaux. Dans l'ensemble d'une population de 110 millions d'habitants, vous trouverez les plus formés, les très bien formés, les parfaitement formés. Donc au niveau international, on a des techniciens et des ingénieurs dans beaucoup des instances internationales, avec par exemple des médecins renommés comme Magdi Yacoub, par exemple, au Royaume-Uni, dans l'ensemble, donc un prix Nobel de physique, Monsieur Zouel, Ahmed Zouel. Donc à ce niveau, au niveau de l'intelligence humaine l'Égypte a beaucoup de capacités, une jeunesse assez représentative au niveau de la population. Donc il y a le potentiel. C'est pour cela beaucoup de partenaires européens misent sur le potentiel de la population égyptienne. Donc cela au niveau gouvernemental, selon le Premier ministre, ce pas est fait. Au niveau éducatif, etc., au niveau gouvernemental, donc l'avenir, c'est l'avenir de l'Égypte et de l'Afrique, avec ce potentiel de population jeune et capable à l'apprentissage de toute nouvelle technologie. Oui. Bon, je passe à un autre sujet, c'est concernant l'économie égyptienne. Au cours des dernières années, l'économie égyptienne a fait face à de nombreux défis, tant internes qu'externes, tels que les fluctuations des marchés mondiaux, les crises sanitaires, les tensions géopolitiques et les pressions inflationnistes. Face à ces chocs, l'État égyptien a engagé un ensemble de réformes économiques et structurelles visant à renforcer la stabilité macroéconomique et à améliorer la capacité de l'économie nationale à résister aux crises. Ces réformes ont contribué à accroître la résilience de l'économie égyptienne et à soutenir une croissance plus durable. L'un des piliers essentiels des réformes en Égypte a été la restauration de la stabilité macroéconomique. Les autorités ont mis en œuvre des politiques visant à maîtriser le déficit budgétaire et à renforcer les réserves de change. L'adoption d'un régime de change plus flexible a permis de renforcer la compétitivité de l'économie égyptienne et d'absorber les chocs externes. Cette mesure a contribué à améliorer la disponibilité des devises étrangères et à renforcer la confiance des investisseurs. Grâce à des réformes fiscales et à une meilleure gestion des dépenses publiques, l'État a pu améliorer l'équilibre budgétaire, ce qui a renforcé la crédibilité financière du pays et sa capacité à faire face aux crises. Les réformes ne se sont pas limitées aux aspects financiers, mais ont également ciblé la structure même de l'économie afin de réduire sa vulnérabilité. L'Égypte a œuvré à diversifier son économie en renforçant des secteurs clés tels que l'industrie, l'agriculture, les énergies renouvelables, les technologies et les services. Les réformes ont encouragé le rôle du secteur privé en améliorant le climat des affaires, en simplifiant les procédures administratives et en favorisant l'entrepreneuriat. Un secteur privé plus dynamique contribue donc à une économie plus flexible et plus résiliente.
En parallèle, l'État a renforcé les programmes de protection sociale afin de protéger les catégories les plus vulnérables, ce qui a permis de préserver la cohésion sociale tout en poursuivant les réformes. Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Alors comment le gouvernement égyptien a fait face aux défis mondiaux, surtout avec le coronavirus, avec la guerre les guerres en général, Gaza, etc. Jusque-là, l'État égyptien a réussi à faire le minimum vital pour conserver une économie vivante encore. Parce que les difficultés, elles étaient incommensurables. Voyons les différentes dévaluations qui ont affecté les devises égyptiennes. Mais heureusement, le problème de l'économie égyptienne n'est pas structurel, mais elle pourrait être résumée à un problème sans doute un grand déficit budgétaire face à l'importation. Donc il nous faut augmenter les exportations avec l'industrialisation au niveau de l'économie, de toutes sortes d'économies, donc l'agriculture, au niveau de toutes sortes de potentiels d'exportation possibles, et cela devrait être dans les années à venir, avec une intervention plus efficace de l'État et du gouvernement, avec une application à ce niveau du système de bonus-malus, en quelque sorte, pour assurer une industrialisation plus rapide, avec un bonus pour les industriels, pour les encourager à y entrer les marchés. Et avec une forte et beaucoup d'importance qui devrait être donnée aux petites et moyennes entreprises, comme cela pour compléter une palette assez différente, assez large, qui pourrait aider l'exportation et la balance économique égyptienne. À ce niveau, le chemin de l'industrialisation devrait être joué à travers l'État qui est un régulateur de marché, qui devrait encourager le secteur privé à s'impliquer en donnant des bonus. Aussi, le bonus économique au niveau pour maintenir la cohésion sociale devrait être augmenté, mais cela aussi demande beaucoup de réalisme et de professionnalisme des responsables de la Banque centrale et de l'économie égyptienne à pouvoir maintenir cette balance assez critique de taux de devises extérieures et le budget égyptien pour baisser au maximum les dettes et les prêts réalisés pour réaliser des grands projets. Déjà, une grande partie des grands projets ont été réalisés, donc il n'y a pas besoin de maintenir ce taux d'endettement. Donc ce taux d'endettement devrait baisser. Également, le taux d'intérêt devrait baisser également, donc avec une stabilité de correction dans tous les secteurs de l'économie égyptienne. Le gouvernement s'est impliqué aussi dans le secteur de l'habitat, et je pense avec le grand nombre des acteurs sur le marché, il devrait en sortir. Donc il devrait avoir le gouvernement égyptien avec une sorte de balance qui doit faire avec un équilibre pour réussir cette mission économique assez importante pour les 5 prochaines années.
Nous avons eu beaucoup de problèmes concernant, par exemple, les revenus du canal de Suez à cause des Houthis et la guerre dans le Golfe, et la guerre à Gaza en général, mais surtout aussi un problème avec les chaînes d'approvisionnement à cause de... Mais avec une certaine stabilité possible, stabilité avec le Conseil de la paix et un avenir sans bombes ni mitraillettes. Déjà le budget, ce qui pourrait venir du canal de Suez devrait pourrait quadrupler ou même doubler au moins, etc. Parce que finalement, au cours des dernières années, le cours qui alimente le budget égyptien du canal de Suez est trop bas par rapport à ce qui était fait dans les années 90 et 2000 par exemple. Donc à ce niveau, il y a une continuation au niveau de l'implication des Égyptiens à l'étranger en fournissant des devises étrangères aussi continues, mais il faut avoir des bases solides pour une économie assez solide qui ne devrait pas souffrir des crises économiques mondiales ni sanitaires mondiales, avec une sorte d'indépendance économique égyptienne, avec des alliances possibles, avec des accords qui ont été signés soit au niveau africain ou arabe pour amortisser toute hausse de prix ou toute augmentation de taxes, etc. Et de notre côté industrialiser le pays et produire au maximum pour réaliser un an et retrouver ce qui était Made in Egypt comme un slogan qui devrait être assez connu dans l'ensemble du monde entier. Donc c'est un rêve qui pourrait être réalisé, et si les Égyptiens y croient, et si le gouvernement y croit, et si on continue à y croire pendant plusieurs décennies, on va finir par réussir comme les Chinois l'ont fait. Bref, c'est-à-dire augmenter les exportations et améliorer la production locale. Oui. Pour satisfaire la qualité, pour satisfaire le marché local et international, avec des critères et des normes de fabrication maximales, dont sans doute tout produit égyptien trouvera preneur à l'étranger. Donc à ce niveau, avec une diversification de ce qui propose l'Égypte, comme on a vu les prothèses par exemple, les yachts, les voitures, etc. Cela avec l'ensemble les traités signés par les pays amis dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ou d'autres cadres économiques de coopération, on pourrait réaliser des bénéfices, mais avec beaucoup de travail du côté du gouvernement pour promouvoir les productions égyptiennes. La production égyptienne. Les chaînes d'approvisionnement, ça c'est la plus grande question au moment de la guerre de l'Ukraine. Oui, mais actuellement... Comment le gouvernement égyptien a fait pour compenser? C'est en quelque sorte résolu, parce qu'il y a actuellement une sorte d'aller-retour au niveau et il y a supplément en continu qui complète tout stock qui est en cours. Donc actuellement, ce qui se passait à un certain moment avec des conteneurs qui arrivent aux États-Unis, qui restent au bord du port parce qu'il vient à le faire retourner dans les autres endroits, c'est terminé. Donc ça continue, l'économie mondiale reprend avec lenteur. Nous avons le docteur Amr Hamed au bout du fil. Bonsoir, docteur. Docteur Amr Hamed, vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir.
Tout d'abord, comment évaluez-vous les réformes économiques mises ces dernières années en Égypte, bien sûr, et quels en sont les principaux résultats jusqu'à présent? Alors, en cours des dernières années, l'Égypte a engagé une large série de réformes économiques fortement influencées par les programmes de financement avec le Fonds monétaire international, le IMF, et par sa stratégie nationale de développement économique. Ces réformes visent à stabiliser bien sûr l'économie et réduire les déséquilibres macroéconomiques et rendre l'appareil productif plus compétitif. Oui. Les principaux axes de réforme, premièrement, la libéralisation du taux de change, libération du taux de change et politique monétaire plus flexible, alors renforçant la stabilité macroéconomique. Et deuxièmement, les réformes structurelles pour améliorer le climat des affaires et réduire les obstacles réglementaires et aussi moderniser le cadre juridique pour l'investissement. En ce regard, je crois qu'on doit prendre plus de changements, de développement dans ce domaine. Oui. Et aussi, on doit noter aussi la réduction progressive des subventions, je veux dire ici l'énergie carburant. Oui. Et ça, c'est pour réduire les dépenses publiques et mieux cibler les aides aussi. Et dernièrement, si vous voulez, mesures sectorielles ciblées pour dynamiser l'industrie, favoriser les exportations et nationaliser les procédures administratives. Ouais. Alors, c'est très clair, mais dans quelle mesure ces réformes ont-elles contribué à améliorer le climat d'investissement et à renforcer le rôle du secteur privé dans l'économie nationale? Oui, bon, les réformes ont eu un impact positif mais graduel sur le climat d'investissement et la participation du secteur privé. Je veux dire ici à l'amélioration du climat d'investissement de point de vue les nombreuses mesures ciblent directement la facilitation des investissements locaux et étrangers aussi. Je veux dire les réformes du cadre juridique et à l'accélération des procédures incitation fiscale. Et puis aussi les influx d'investissements directs étrangers, le IDE, ont augmenté bien sûr significativement avec des taux de croissance élevés des entrées de capitaux dans certaines années récentes. Aussi, les investissements privés en nette progression. Selon des données officielles, l'investissement privé a connu une croissance sensible, disons à propos de 75%, un peu moins peut-être, récemment selon le ministre des Finances. Mais aussi, je crois qu'on doit souligner la participation du secteur privé. Le secteur privé contribue aujourd'hui à une part plus importante du PIB et de l'emploi avec des réformes visant à l'encourager à devenir moteur de croissance. Et dernièrement, peut-être on doit aussi jeter la lumière sur les défis structurels, la bureaucratie, transparence, gouvernance, etc., qui continuent d'affecter la compétitivité et l'attractivité de certains segments économiques. Oui. Docteur Amr, une dernière question. Comment l'État parvient-il à concilier les exigences de la réforme économique avec en même temps la protection des catégories sociales les plus vulnérables? Très bon. L'État s'efforce de réajuster sa politique sociale pour amortir les impacts de réformes parfois douloureuses comme la hausse des prix des carburants ou les modifications du taux de change. En cette
direction, il y a des mesures sociales mises en place, comme par exemple l'augmentation du salaire minimum. Le gouvernement, comme vous le savez, a rehaussé le salaire minimum des fonctionnaires pour atténuer la pression sur le pouvoir d'achat, bien sûr. Et aussi, il y a aussi des programmes de transfert et filets sociaux, je veux dire ici des aides ciblées via le système de cartes de rationnement ont été intensifiés pour soutenir les ménages vulnérables et relief package comme le temporaire pour accroître le soutien aux familles les plus affectées par l'inflation et l'augmentation des coûts. L'État tente de cibler l'aide sociale plutôt que de maintenir des subventions universelles coûteuses afin de libérer des ressources pour des investissements productifs tout en protégeant les plus démunis. Oui. Je remercie beaucoup, Dr Amr Hamed. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Un deuxième angle concernant ce sujet dans un monde global où la compétitivité entre les pays s'intensifie, l'amélioration du climat d'investissement est devenue un enjeu stratégique pour attirer les investisseurs étrangers et locaux. L'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer ce climat est l'introduction de réformes économiques qui visent à rendre le processus d'investissement plus transparent, plus rapide et moins contraignant pour les investisseurs. Les réformes structurelles sont des changements profonds dans l'organisation de l'économie, du marché du travail, des réglementations fiscales et des systèmes bancaires. Ces réformes ont pour objectif de réduire les obstacles administratifs, améliorer l'efficacité des services publics et assurer une meilleure gouvernance. De nombreux pays ont simplifié leurs procédures d'enregistrement des entreprises, ce qui permet aux investisseurs de démarrer leurs activités plus rapidement. Par exemple, la réduction du temps nécessaire pour créer une entreprise ou à favoriser l'attractivité des investissements. Les réformes fiscales telles que la réduction des impôts sur les sociétés ou la simplification des procédures fiscales ont permis de stimuler l'investissement. La modernisation des infrastructures de transport, de communication et d'énergie contribue directement à la réduction des coûts d'exploitation des entreprises, créant ainsi un environnement favorable à l'investissement. L'ouverture des marchés et la libéralisation économique ont été essentielles pour attirer les investissements étrangers. De nombreux pays ont levé les restrictions qui limitaient l'investissement étranger dans des secteurs clés de leur économie, comme l'énergie, l'agriculture et les technologies. Cette libéralisation a permis une augmentation des flux d'investissement direct étrangers. L'accès au financement est crucial pour les investisseurs. La mise en place de réformes permettant de faciliter les prêts et la gestion des risques financiers a joué un rôle clé dans l'attractivité des investissements. La réforme des systèmes bancaires et financiers permet également aux investisseurs de trouver des sources de financement moins coûteuses et plus accessibles. L'intégration dans les accords commerciaux régionaux et internationaux a facilité les échanges entre les pays et a permis aux investisseurs d'accéder à de nouveaux marchés véritablement efficaces. Elles doivent être mises en œuvre de manière cohérente et continue. Un environnement politique stable et une gouvernance transparente sont également des conditions nécessaires pour que ces réformes produisent des résultats positifs à long terme. Bon, l'instauration des réformes économiques, bien qu'essentielle pour le développement des pays, peut entraîner
aussi des impacts considérables sur les citoyens, notamment en ce qui concerne le coût de la vie, le chômage ou les inégalités sociales. Il est donc crucial pour l'État de trouver un équilibre entre la mise en œuvre de réformes nécessaires à la compétitivité et au développement économique et la protection de la population, en particulier les groupes les plus vulnérables. Les réformes économiques sont souvent mises en place pour améliorer l'efficacité, la transparence et la compétitivité du pays. Cependant, elles peuvent entraîner des effets négatifs, notamment pour les catégories les plus faibles de la population. Les réformes fiscales visant à réduire le déficit budgétaire ou à encourager l'investissement peuvent se traduire par une hausse des impôts ou des taxes, ce qui affecte directement le pouvoir d'achat des citoyens. Ces hausses peuvent particulièrement peser sur les ménages à faible revenu. Dans certains cas, pour améliorer la gestion budgétaire, les gouvernements choisissent de réduire ou de supprimer ces subventions, comme celles sur les produits de première nécessité. Bien que ces mesures puissent améliorer la soutenabilité des finances publiques à long terme, elles peuvent également alourdir le fardeau des citoyens, en particulier les plus vulnérables. Dans ce contexte, l'État joue un rôle clé en équilibrant les réformes économiques et la protection de ses citoyens. Pour éviter que les réformes n'aient des effets négatifs disproportionnés sur les plus vulnérables, plusieurs mesures peuvent être mises en place. L'État s'assure que les réformes sont ciblées de manière à ce qu'elles n'augmentent pas les inégalités sociales. Cela peut inclure la mise en place de mesures fiscales progressives où les plus riches contribuent davantage au financement des réformes ou la création de mécanismes de compensation pour les catégories sociales les plus fragiles. Pour éviter des chocs économiques brutaux, les réformes doivent être mises en œuvre progressivement afin que les citoyens puissent s'adapter à ces changements. L'État doit également engager un dialogue social avec les citoyens et les acteurs sociaux pour expliquer les raisons des réformes et leurs bénéfices à long terme. Ce dialogue permet de renforcer la confiance des citoyens et d'éviter les résistances sociales. L'État a donc un rôle fondamental à jouer pour garantir que les réformes profitent à l'ensemble de la société et en particulier aux groupes les plus vulnérables. Alors, Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Là, les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour faire l'équilibre entre réformes économiques et garantir une vie décente pour les plus vulnérables. En fait, les deux choses, il n'y a pas de contradiction entre les deux, mais sans doute l'histoire pour choisir quel type de taxation qui devrait être imposée, soit que ce soit les taxations, imposition de taxes sur la fortune ou autre, c'est autre chose. Mais ce que l'État peut faire avec beaucoup d'efficacité, c'est de faire impliquer la population égyptienne et les citoyens égyptiens au marché égyptien, à la bourse égyptienne, de promouvoir les sociétés qui peuvent, à côté de ce que pourrait être une aide directe à travers cela, ce pourrait être des titres également. Cette idée, une vingtaine d'années, elle était au niveau de faire sortir l'État de l'économie, c'était une idée en circulation. Aujourd'hui, ça pourrait être bénéfique également en augmentant les titres. Le citoyen peut avoir une portefeuille dans la bourse qui pourrait le soutenir dans la vie quotidienne. Je vous remercie beaucoup, Merci Monsieur Amr Zoheri. Je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. C'est la fin de notre émission. Très très bonne soirée. Au revoir.